Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, je suis très heureux de vous savoir nombreux chez vous pour ce programme spécial. J'ai l'honneur de recevoir quelqu'un d'expérience. Dans notre pays, il y a des hommes qui ont travaillé. Ils ont accumulé un savoir, une pratique, mais ils ont aussi compris beaucoup de choses, les secrets d'un État puissant. Ces hommes parlent très peu. Il faut du temps. Il faut aller vers eux pour qu'ils puissent s'exprimer et donner, d'une certaine manière, les informations structurantes. Parce qu'ils parlent du haut de leur expérience, mais ils parlent en même temps aussi du cœur de leur amour pour la nation. J'ai le plaisir de recevoir le docteur Gilbert Kabanda Kourougué, qui est l'ancien ministre de la Défense, mais qui est aussi l'ancien ministre de la Recherche scientifique, mais qui garde pleinement son patriotisme et son attachement à cette nation. Monsieur le ministre, parce que vous restez ministre jusqu'à la fin, docteur, je vais vous saluer avec toute l'humilité d'un journaliste honoré par votre présence. Ça n'a pas été facile de vous convaincre de nous donner cette interview, mais je voudrais vraiment, dès le départ, revendiquer votre franchise, revendiquer votre puissance, pour que vous puissiez transmettre à moi et à tous les téléspectateurs et aux générations futures la forte expérience que vous avez. Cette expérience, vous êtes général à la retraite, vous êtes médecin de formation spécialisé en médecine aéronautique, vous avez été chef des services de santé militaire, donc vous connaissez tout cela, et votre image est associée à la discipline et à la rigueur. C'est comme ça que vous me voyez même presque intimidé en commençant cette interview. Mais dites-moi, si vous deviez vous-même parler de vous-même, qui est Gilbert Kabanda? Votre propre lecture de votre personne, vous direz quoi? Merci mon cher Kalinga d'être venu dans ma modeste maison. Si je dois définir ce que je suis, c'est pas très compliqué. Je suis Gilbert Kabanda, fils de Kourenga, décédé, né à Bukavu le 2 octobre 1946. Ayant fait la médecine à Lovanium, médecin, docteur en médecine, puis militaire, devenu général, chercheur et professeur d'université, et enfin, il a plu à la haute hiérarchie du pays de me nommer successivement ministre de la Défense il y a à peu près 4-5 ans, et ensuite ministre de la Recherche scientifique. Maintenant, je suis chez moi à la maison, fermier à Kassangou. Quand vous observez votre propre parcours, on sent qu'il y a quand même une logique de puissance. C'est comme si les dés avaient été préparés. Avez-vous la vision d'un tel destin quand vous étiez jeune? Vous pensez qu'un jour vous allez être ministre de la Défense, ministre de la Recherche scientifique, docteur? Avez-vous projeté? Je le dis parce que beaucoup de jeunes sont en train de nous suivre et voudraient aussi, peut-être dès maintenant, prendre certaines résolutions pour qu'ils ne puissent pas demain regretter. Avez-vous projeté un seul jour que vous allez vivre une vie aussi passionnante, aussi remplie? Ben écoute, mon cher Kalinga, comment voulez-vous que quelqu'un devine ce qui deviendra quand il est par exemple à 10 ans, ce qui deviendra à 80 ans? C'est impossible. Mais je dois vous dire qu'à 11 ans, j'ai décidé de devenir médecin. Voilà. J'étais en 3e primaire. Ma mère est devenue malade gravement, tombée en coma.
Coma pour nous, à ce moment-là, en 1957, ça signifiait la mort. Amenée à l'hôpital général de Bukavu sur Tipol, inconsciente, en coma. Pour nous, elle était morte. Et 6 jours après, ma mère est revenue à la maison marchant. Pour nous, pour moi, à cet âge-là, c'était une résurrection. Ressuscité. Ouais. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de devenir ressuscitateur des hommes, médecin. Et cette idée ne m'a pas quitté. J'ai fait toutes mes études secondaires en disant je vais devenir médecin. Et je le suis devenu. Et vous êtes devenu médecin. Donc, c'est bien de nous donner cet exemple parce que pour les jeunes, quand on veut une chose avec fermeté, avec puissance, la chose aussi s'approche de vous. Il a fallu donc beaucoup de sacrifices pour devenir médecin. Vous avez donc travaillé sur vous-même et là, sur l'environnement. Pour nous en parler un tout petit peu, ce cheminement-là pour être médecin. Donc, je dois avouer que ça n'a pas été difficile. D'abord, vous savez très bien qu'avant l'indépendance, l'école primaire n'était pas payante. Donc, c'était gratuit. J'arrive au collège, c'était payant, mais très modestement, pas très péniblement. J'arrive à l'université de Wanium, 7 ans, tout gratuit. Et j'avais, en plus de l'argent de poche que je recevais à l'université de La bourse, la oui. bourse d'études, qui était de l'ordre de 130 $ chaque mois, qui était pratiquement de l'argent de poche pour tous les étudiants de ces temps-là, que l'État congolais payait régulièrement. Après, bon, le même État congolais m'envoie me spécialiser en médecine aéronautique et spatiale, 3 ans à Rome, tout pris en charge par l'État congolais. J'étais un petit pacha, en quelque sorte, quand j'étais à Rome. D'ailleurs, soit dit en passant, quand je suis rentré de Rome, en 1977, je suis rentré avec capitaine, médecin que j'étais. Ce qu'on me payait m'a permis de payer une des voitures les plus luxueuses du temps. C'était la Peugeot 604, qui était la voiture présidentielle en France. Pour vous dire que... Le système fonctionnait. Bah, voilà. Et vous en avez quand même profité. Alors maintenant, parce qu'on est en train quand même de situer votre parcours un peu, mais comment vous devenez militaire? Médecin, je peux comprendre, mais l'armée, ça se passe comment? Vous êtes incorporé de force? Oui, militaire de force, oui, en quelque sorte. De force, non. Quand j'ai terminé les études de médecine, je venais de faire 2 ans de milicien, vous vous souvenez, oui, que Mobutu, en 1971, avait fermé l'université de Waniam et avait réquisitionné tous les étudiants. Et pendant 2 ans, nous sommes restés militaires. Nous allions au cours en tenue militaire. Et c'est ainsi que j'ai terminé mes études en tenue militaire en 1973. Donc, j'ai fait à l'ANC à ce moment-là, à l'armée nationale congolaise, 2 ans comme 2e classe, 1re classe, caporal, sergent, au banc de l'université. Et après, aussitôt que je termine mes études, je quitte aussi l'armée, donc la milice est terminée, mais on me rattrape. L'armée décide que je sois cette fois-là incorporé comme capitaine, médecin. Parce qu'à ce moment-là, ce que peut-être vous ne savez pas, tous les médecins congolais ayant étudié au pays, quand ils terminaient, il y avait une loi qui les réquisitionnait d'office. Ils étaient médecins de l'État. Tous. Alors l'État pouvait les affecter, soit dans le civil, soit dans les militaires.
et moi, on m'a affecté dans l'armée. Donc Je veux dire que je n'étais pas très amoureux de l'armée à ce moment-là. Je venais d'y passer 2 ans comme milicien, ça me suffisait à mon avis. Je voulais faire ma cardiologie dans une université italienne à Milan. J'avais une bourse pour ça, mais l'armée m'a mis la main dessus et m'a orienté autrement, ailleurs, c'est-à-dire faire la médecine aéronautique et spatiale pour le compte de la force aérienne. Et voilà, vous êtes devenu, vous avez gravé tous les échelons, comme médecin, comme militaire, jusqu'au grade général. Un grade que vous portez avec beaucoup de simplicité, et l'on dit que vous êtes un homme de rigueur, de discipline. Dans un pays où le chaos et les désordres, les comportements déviants sont devenus un peu monnaie courante, comment vous survivez dans un monde où la discipline n'est pas au rendez-vous? Au sujet de mon grade de général, il y a une chose que je dois vous dire. Je suis devenu général après 30 ans de grade de colonel. Entre le grade de général et l'avant-dernier, vous avez fait 30 ans. J'ai été nommé colonel Foul en 1983 par le maréchal Mobutu. Et général de brigade en 2013, donc 30 ans, par le président Kabila. C'est une anomalie. Oui, j'ai eu le titre honorifique du colonel le plus vieux d'Afrique. Tous les Africains, médecins et autres généraux qui me voyaient dans les rencontres internationales où on se rencontrait, toujours colonel, toujours colonel, toujours colonel. Ils ont dit, mais vous êtes le colonel le plus vieux d'Afrique. Bon, moi, j'ai mais sans entrer dans les secrets d'État, mais pourquoi on ne vous a pas nommé? Parce que 4 ans après, 5-6 ans, vous devenez général. Qu'est-ce qu'il y avait? Vous aviez manifesté une certaine résistance à quelque chose? Non, c'est que pour devenir général, une fois qu'on était colonel, généralement, devenir général dans la plupart des armées, on réserve ça à certaines catégories. Ça peut être politique, ça peut être stratégique, mais en ce qui me concerne, c'était beaucoup plus, probablement, politique ou politicien. Parce que, du temps de Mobutu, eh bien, il fallait avoir certaines attitudes, même officielles, même générales, il fallait avoir parfois certains comportements, en quelque sorte... Militants. Oui, plus ou moins, Oui. Pour monter de grade. Or, malheureusement, mon caractère n'était pas fait comme cela. Et j'ai eu des fonctions de général, mais je ne suis pas devenu général. Parce que vous avez été ancien chef de service de santé militaire. C'est une fonction qui ne peut être dirigée que par un général. Exactement. Alors maintenant, parlant de vous-même, vous avez construit une personnalité. Elle s'est construite sur base d'un certain nombre d'observations. Vous n'êtes pas, on ne devient pas rigoureux de manière hasardeuse. Quel est le chemin que votre propre esprit a suivi pour être ce modèle dont je parle aujourd'hui? Je ne sais pas si je suis modèle, mais je sais ce que j'ai eu comme éducation, d'abord, de par feu ma mère, parce que c'est elle qui m'a éduqué, et feu mon grand frère, c'est eux deux qui m'ont éduqué. Je n'ai pas connu mon père, il est mort, je crois que j'avais 2 ans, donc je ne l'ai pas connu. Ils m'ont éduqué dans le sens de la rigueur, le sens de l'autoprise en charge, de ne jamais compter sur quelqu'un pour vivre. Et le sens de étudier. Ma mère n'a jamais été à l'école, mais ma mère ne supportait pas que je manque un seul jour de l'école. L'école. C'est déjà bien dit.
Alors aujourd'hui, vous avez été ministre de la Défense, ce qui est un poste éminemment stratégique, mais vous avez aussi été ministre de la Recherche scientifique, ce qui est un poste aussi stratégique. Essayons de tirer un peu un maximum d'informations, mais surtout des leçons de cela. Alors la question que je vous pose en tant que ministre de la Recherche scientifique, et en même temps ministre de la Défense, parce que vous l'avez été, quelle est la place de la science dans la souveraineté des États? Comment la science se doit d'être et comment elle est aujourd'hui dans le combat que nous avons pour la souveraineté de notre État? Mon cher Kalenga, je n'ai pas à vous apprendre ce que vous connaissez, ce que vous voyez. Voyez la dernière guerre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis, et le plutôt les États-Unis et l'Iran. L'Iran et Israël. C'est une guerre scientifique. Sans la science et la technologie, aucune de ces trois puissances en guerre ne pourrait se prévaloir de quoi que ce soit. C'est une guerre à distance. Il n'y a pas de troupes au sol. Vous avez bien vu ça. Il n'y a que des missiles. Des drones. Des drones. Donc c'est une guerre technologique que nous vivons aujourd'hui. Mais à part ça, nos ancêtres, avant la colonisation, faisaient aussi la guerre. Mais nos ancêtres n'achetaient pas des armes, du moins les royaumes puissants, ce temps-là, avant l'indépendance, n'achetaient pas des armes à l'étranger. En tout cas, en ce qui concerne, par exemple, le royaume des Bachis chez moi, nous avions des usines de fabrication des armes. Le Mohamed Bouchi avait une usine de fabrication des armes. En ce temps-là. Donc, au 19e siècle, au 18e siècle, ainsi de suite. Des flèches, des arcs. Des arcs, oui. Tout ce que vous connaissez comme armes. C'était fabriqué dans le royaume. C'était fabriqué par. Ce qu'il y a à retenir, c'est que on ne peut pas devenir une puissance militaire en dépendant de la logistique militaire. D'ailleurs, magnifique. Il faut donc. Ça, je voudrais le dire clairement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vie, c'est la science, c'est l'expérience qui le montre. Parce que celui qui vous vend une arme peut aussi la vendre à votre ennemi. Et vous vendre même. Et par conséquent, votre ennemi peut lui demander de lui vendre une arme supérieure à celle qu'il vous a vendue. Conséquemment, votre arme, même si vous l'avez achetée cher, mais votre ennemi a la même arme. Le plus puissant. Donc on ne peut pas être un pays puissant, cette puissance fondée sur une logistique militaire de l'étranger. Vous avez été ministre de la Défense, avec le savoir que vous venez de montrer là. Vous avez donc compris que le pays avait besoin effectivement de se doter d'une industrie d'armement. Mais en même temps, vous avez été ministre aussi, plus tard, de la recherche scientifique. Alors, comment combiner, comment faire? Qu'est-ce qui a pu être fait pour que le Congo fasse ne fût-ce qu'un seul pas dans l'appropriation et la souveraineté de son armement? Un seul pas, sans trahir des secrets militaires. Écoutez, mon cher Kalenga, je pense que vous avez suivi mon cheminement au ministère de la Défense de 2021 à 2023, et ensuite au ministère de la Recherche scientifique de 2023 à 2025.
dois vous dire que quand j'étais ministre de la Défense, j'ai fait ce que je concevais comme devant être fait pour que notre pays se dote d'une défense. Vous connaissez ce que j'ai fait, notamment des lois que j'ai fait voter, la loi de programmation militaire. Et avant ça, la politique, définir la toute première politique de défense de notre pays, qui n'avait jamais été définie depuis 1960, d'où devait découler une série de stratégies de mise en œuvre de cette politique, notamment en matière de logistique. Je ne suis pas resté longtemps. J'imagine que mes successeurs ont continué, et je n'ai pas de connaissance de ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait, mais je crois que ce que j'ai laissé comme background, comme base, pourra servir, est en train de servir, pour que nous puissions avoir une armée moderne, puisque le Congo, sans armée moderne, sans armée au niveau international, au niveau des enjeux géopolitiques, géostratégiques, aura difficile à défendre le territoire, aura difficile par conséquent à évoluer dans cet environnement qui est un environnement de challenge, qui est un environnement d'hostilité et de guerre, il faut le dire. Est-ce que le Congo possède le savoir nécessaire pour créer cette autonomie dans la gestion, dans l'acquisition de son armement? Est-ce que nous avons le savoir nécessaire? Le savoir, nous pouvons l'avoir. Nous l'avons. Prenez le cas de la Chine. Il y a une quarantaine d'années, la Chine, c'est-à-dire en 1980, Mao venait de mourir en 1976, bien la Chine était un pays encore sous-développé, ou en voie de développement, si vous voulez. Mais entre 1980 et maintenant, nous avons vu comment la Chine, parce que la Chine a tout simplement mis le cap sur ce qui rend fort toutes les nations du monde, la science et la technologie. Je n'entre pas dans les détails. Parlons des sciences. Évidemment, vous avez été ministre de la Recherche scientifique. Nous laissons un tout petit peu le côté armement. On ne veut pas entrer dans les secrets militaires ici, mais la science dans notre pays, c'était ma première question. Et je reviens. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en tant que société, la science n'est pas au cœur de notre dynamique. C'est comme une activité périphérique. Vous êtes professeur d'université, vous êtes médecin, vous avez travaillé avec les scientifiques, vous êtes un chercheur. Est-ce que le Congo a donné vraiment à la science, et à la recherche scientifique surtout, la place qui lui revient, tout en sachant que sans cela, on ne peut pas progresser? Quand je suis devenu ministre de la Recherche scientifique, un des premiers messages que j'ai adressé au président de la République était que, Monsieur le Président de la République, sans recherche scientifique, tout ce que vous avez comme projet de développement du pays, sans technologie nationale maîtrisée par vous-même, vous ne pourrez pas réussir. Par conséquent, il faut absolument donner de la valeur à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Dieu merci, le président de la République, en plein conseil de ministres, il m'a compris et il a ordonné
que le budget de la recherche scientifique passe de la maigre portion de 0,6% du budget national, à ce moment-là, en 2023, à 3%. Donc, multiplié d'un coup par 6. 500. Ainsi donc, la recherche scientifique, en 2024, a eu un budget de 3% du budget national. Théoriquement, bien sûr. De manière, l'exécution, ça c'est une autre affaire. Parfois, il y a des problèmes au niveau du ministère des Finances. Mais voilà, il y a eu une volonté politique du chef de l'État pour que, quand il a compris que sans recherche scientifique, sans technologie, le Congo restera un simple pourvoyeur de matières premières, il a accepté. Et il a même été plus loin. Il a demandé l'année suivante, il m'a instruit de proposer une loi de financement innovant de la recherche et de l'innovation. Cette loi-là, je l'ai déposée au Parlement. Maintenant, je suis parti, mais il est en principe parmi les lois qui devraient être votées par notre Parlement bientôt. Le ministre de la Recherche qui viendra, ou qui est là, pourra bénéficier de cette loi et d'autres dispositions pour que la recherche scientifique soit parmi les secteurs prioritaires en matière de, disons, de prise en charge sur tous les plans gouvernementaux, parce que c'est la base, c'est le socle du développement. Je disais, la Chine sans recherche scientifique, sans technologie, serait quoi aujourd'hui? Tout ce que la Chine aujourd'hui est en train d'imposer au monde. Quand je parle de la Chine, je parle de l'exemple le plus récent. Je ne parle pas du Japon qui est venu avant, je ne parle pas des dragons d'Asie qui sont venus avant, je ne parle pas de l'Europe, je ne parle pas de l'Amérique, non. Je dis bien la Chine parce qu'elle nous est plus ou moins politiquement plus proche. Nous avons vu comment la Chine, petit à petit, de la camelote qu'elle nous envoyait ici à Kinshasa dans les années 80, tout le monde parlait des produits chinois, disait bah, ça c'est de la camelote. Eh ben, aujourd'hui, les hauts de gamme sont made in China, même en Europe, même en Amérique. Et ça, c'est le fruit de la recherche scientifique et, bien entendu, de l'innovation technologique. Quels sont les secteurs prioritaires, urgents, sur lesquels la recherche scientifique devrait très rapidement s'atteler pour que le pays fasse ce bond? De votre avis, dans quel secteur nous devons absolument commencer? Je ne vais pas définir le secteur, parce que nous avons des sciences, des technologies qui sont développées dans nos universités. Et au-delà de nos universités, les Congolais qui vont à l'étranger acquièrent des connaissances scientifiques et technologiques. Mais pour rester dans ce que nous connaissons comme évolution socio-économique des nations, nous savons très bien que toutes les nations du monde développent prioritairement l'agriculture. Pourquoi? Parce que l'homme, le besoin premier de l'homme, c'est la nourriture. Il faut manger. Alimentaire. C'est le manger. Or, nous avons le pays le plus béni, je crois, du monde en matière de potentiel agricole. Le président de la République le répète souvent, et bien avant lui, ses prédécesseurs, dans les différentes conférences internationales. La recherche agronomique dans notre pays avait fait de la République, notre pays avant l'indépendance, la première puissance agricole d'Afrique, avant l'indépendance.
Et ce potentiel est encore entier aujourd'hui. Nous avons des écoles d'agronomie. Mais l'investissement dans ce domaine s'est effondré. La deuxième priorité, je suis médecin. Santé. C'est la santé. De la santé. Si les gens mangent bien et ils sont en bonne santé, mais alors, ils peuvent creuser des routes, même à la mer. Je voudrais vous dire à ce sujet que les routes congolaises, avant l'indépendance, nous avions très peu de routes macadamisées. Mais sachez très bien que, moi je suis de Bukavu, jusqu'en 1971, je dis bien 1971, il y a 55 ans, on pouvait quitter Bukavu en voiture et arriver à Kinshasa en voiture, au bout d'une semaine. Nous avions des routes qui étaient entretenues. National numéro, on ne les appelait pas national numéro X, Y, Z, non, mais elles étaient carrossables du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ce qui permettait la circulation des produits et des personnes. Mon général, vous avez dit que vous êtes médecin. Dans notre pays aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit avec l'arrivée d'Internet, l'automédication a atteint un niveau très élevé. La médecine traditionnelle, on appelle moderne, s'est réimposée à cause du coût élevé d'accès aux hôpitaux, au point qu'aujourd'hui, ces deux médecines cohabitent. De votre point de vue, est-il possible d'entrer dans la recherche pour pouvoir valoriser nos pratiques médicales traditionnelles, ou bien il faut simplement réhabiliter l'hôpital? Les deux ne sont pas séparables. Je vais vous dire qu'un pays comme la Chine a deux médecines qui cohabitent. La médecine chinoise, traditionnelle chinoise, et la médecine moderne. Il y a des hôpitaux académiques en Chine de médecine traditionnelle et de médecine moderne. Il y a notamment un hôpital académique militaire à Pékin de médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle est le pourvoyeur de matières premières à la médecine moderne. La plupart des médicaments sont issus des plantes médicinales, sachez-le. Sachons-le. Et pour parler plus précisément du Congo, moi je dois vous dire, d'ailleurs c'est bien fait, vous l'avez évoqué, ma première recherche est dans le domaine de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle congolaise a beaucoup, je dis bien énormément, pour ne pas dire même, probablement, la plus grande capacité, la plus grande potentialité de toute l'Afrique, pour ne pas dire du monde. Et de manière plus précise, vous connaissez peut-être le centre de recherche CREPAT, qui est un centre de recherche en phytothérapie traditionnelle africaine, qui est en train d'ériger ce qui devra devenir la première industrie pharmaceutique à base de plantes médicinales de notre pays, à Limete. Eh bien, ce centre qui a développé une série de médicaments scientifiquement mis au point
mis au point dans des laboratoires américains, mis au point dans des laboratoires sud-africains, des laboratoires scientifiques, je veux dire, mais à base de nos plantes médicinales. Eh bien, ce centre possède notamment un des médicaments qui a soigné de nombreux cas de Covid-19 en 2020, de tous les degrés de gravité. Infection, ouais. Et beaucoup d'autres médicaments. C'est pour vous dire que notre capacité en matière de médicaments, si nous investissions, si l'État congolais investissait dans les plantes médicinales et par conséquent dans leur transformation, parce que nous avons des pharmaciens, nous avons des médecins qui sont compétents, qui sont capables de moderniser notre phytothérapie, le Congo n'aurait pas à importer, n'aurait plus à importer une grande gamme de médicaments. Mais je vous le dis bien, c'est de la recherche scientifique, c'est de l'innovation technologique dans laquelle il faut investir de l'argent. Comme la Chine l'a fait, la plupart des Chinois sont traités à la médecine chinoise. Vous connaissez leur nombre, ils sont 1,3 milliard. Eh bien, nous pouvons aussi traiter avec ce que nous avons comme potentiel. Mais l'attitude des médecins congolais est quand même assez... ils rejettent la cohabitation ou la collaboration avec les autres médecines. Aujourd'hui, les médecins déconseillent carrément. Si vous allez dans ce monde-là, ne venez pas vers nous. Quelles sont les passerelles? Tout à l'heure, vous avez parlé d'un centre, mais quelles sont les passerelles institutionnelles pour pouvoir donner à cette médecine-là une certaine visibilité et pourquoi pas à lui donner des normes de fonctionnement? Je pense que les médecins congolais, qui sont des médecins modernes, sont victimes de ce que nous tous nous subissons comme colonisation scientifique, colonisation économique, post-indépendance. Nous ne nous sommes pas encore décolonisés pour nous dire que, tiens, nous avons des capacités nationales. Ce n'est pas seulement dans le domaine médical, comme je viens de vous le dire. Dans tous les domaines, en fait. Dans tous les domaines, même dans l'agriculture. Nous mangeons aujourd'hui des choses importées, alors que nous les avons facilement à côté. Donc, nous avons une colonisation mentale, économique, qui a succédé à la colonisation politique, qui, elle, est partie. Et nous ne nous sommes pas encore interpellés pour nous dire, tiens, nous devons nous décoloniser aussi économiquement, scientifiquement, médicalement, pharmaceutiquement, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que nous ne mettons pas en place des politiques au niveau national de décolonisation de ces différents domaines. Et lorsque j'étais à la recherche scientifique, c'était justement un des objectifs que j'avais exprimé au président de la République, au Premier ministre, pour leur dire, nous avons des capacités nationales qui peuvent nous épargner de continuer à importer ce que nous-mêmes nous pouvons produire, capables aujourd'hui de produire. Bon, mais ce n'est pas au moment où on commence que ça se fait. Vous avez suivi, je vous ai dit que le président de la République a donné des instructions, mais le président de la République n'est pas le seul. Il y a tout un mécanisme d'exécution de ça. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le gouvernement, il y a les différents ministères, ministres sectoriels, qui ne sont pas nécessairement au même moment, au même diapason que le président de la République. Docteur Gilbert Kabanda, merci, mon général, de cette sincérité que j'exigeais au début, j'ai revendiqué au début
de cette émission de nous avoir parlé de la manière que vous venez de le faire. Vous venez donc d'offrir à notre population des pépites. Ceux qui ont des oreilles pour entendre devraient entendre. Et d'ailleurs, les jeunes doivent récupérer ces paroles pour en faire un champ de travail. Je voudrais vous remercier. Peut-être que vous avez un dernier message à adresser à cette jeunesse, à ces hommes congolais qui se disent que tout n'est donc pas perdu, il est possible de redresser la barre. Alors, vous avez donc le temps de faire un message de la fin de cette émission. Oui, vous l'avez dit, il est possible de redresser la situation. Nous avons des hommes, nous avons le président qui est là, nous avons des compétences nationales dans tous les domaines. Je ne suis pas pessimiste de nature, je suis plutôt optimiste de nature. Je suis convaincu que nous pouvons. Et c'est pour cela qu'un jour, c'était à l'occasion, je crois, de l'inauguration d'un forum du génie scientifique congolais, devant le président, j'ai conclu par le mot d'un célèbre homme politique, je crois américain, qui a dit « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. Vous avez cité Barack Obama. Merci beaucoup, mon général. Merci aussi, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission m'a emballé tellement que je n'ai pas vu le temps passer, mais hélas, c'était important que nous arrivions dans cette demeure pour découvrir la pensée d'un homme accroché à son devoir. La discipline ainsi que l'essence de l'honneur et une bonne moralité, voilà telles sont les choses essentielles que nous devrons partager en puissance comme nation. Nous ne devons pas seulement être un scandale géologique, devenons aussi des modèles de grande moralité. Au revoir et à la prochaine.